troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Yerta Baïdomti, gestionnaire d'un collège, Ibangolo Maina Abel, journaliste, notre éditorialiste, grâce à vous Kindikiza. Et tout de suite, dans l'actualité économique, en Afrique du Sud, 17 banques nationales et internationales sont poursuivies pour collusion. Selon la commission de la concurrence, elles sont accusées d'avoir spéculé sur le rand. Elles risquent des amendes allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Yolette Mirabel-Bissou. En Afrique du Sud, la Commission de la concurrence maintient sa décision de poursuivre 17 banques pour collusion. Ces poursuites judiciaires concernent des banques nationales et étrangères. Les banques sud-africaines concernées par ces poursuites sont entre autres la Standard Bank of South Africa, Absa ou encore Investec. La Commission de la concurrence accuse ces institutions financières d'avoir manipulé les prix du rand, la monnaie locale, par le biais d'un accord d'entente. La plupart des institutions financières qui s'adonnent à ce type de transactions utilisent souvent des systèmes sécurisés. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas facile pour le régulateur de mener correctement ses investigations, car il ne détient pas toujours suffisamment de ressources techniques pour mettre la main sur les institutions qui s'adonnent à ce genre de pratiques. La Commission de la concurrence enquête sur les banques depuis 2 ans. C'est donc avec des éléments de preuve que l'institution a décidé de renvoyer l'affaire au tribunal de la concurrence. Selon la Commission, certaines banques ont entre autres utilisé des plateformes de négociation, notamment le système de messagerie instantanée Chatroom d'un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers, mais aussi dans l'information économique et financière. La spécificité de cette affaire de collusion réside dans le fait que les devises locales sont souvent touchées, notamment avec la manipulation des prix du rand, qui d'autant plus est la monnaie locale. C'est un facteur suffisant pour lancer les poursuites judiciaires contre ces banques. Les 17 banques poursuivies pour collusion risquent de payer une amende pouvant atteindre environ 10% de leur chiffre d'affaires annuel, avec une dette publique estimée à 52,5% du produit intérieur brut en 2017, une prévision moyenne de l'inflation à 5,7%. L'Afrique du Sud diversifie davantage ses entrées de devises pour atteindre ses objectifs de croissance de 0,8% en 2017. Ceci permettra au pays de ne pas entrer en récession. Gracien, quelles sont les conséquences d'une telle collusion entre 17 banques dans le même pays? D'abord, les conséquences même pour les banques, d'abord pour ces banques, c'est qu'il y aura des sanctions financières. Les sanctions sont lourdes. 10% du chiffre d'affaires réalisé pendant cette période, cela veut dire que les banques ne vont pas perdre seules. C'est bien que les banquiers, quand on les fait perdre, ils vont faire payer leurs clients qui étaient des innocents. Donc cela veut dire qu'ils retirent une masse monétaire, disons, des prêts, et aussi les frais deviennent élevés par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est l'économie qui en pâtit. Et deuxièmement, c'est que l'économie sud-africaine, finalement, on comprend de plus en plus pourquoi l'économie sud-africaine a reculé. C'était la première économie africaine, dépassée par le Nigeria, bientôt qui va être dépassée par l'Égypte. Et on se rend compte que finalement, ils spéculaient. Ils mettaient des ordres de vente qui sont fictifs. C'est-à-dire qu'on met une grande quantité de rand à vendre pour acheter des dollars. Et on a l'impression que, comme on vend le rand, donc la valeur chute. Et en même temps, ils vont acheter en réel. Et donc, ils vendront au moment où il y aura beaucoup plus de vendeurs. Donc, ce qui fait que beaucoup plus d'acheteurs pour que c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, finalement, ce sont des banques qui ne se soucient pas du bien-être du pays, de la population, mais juste pour gagner leur argent. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec le subprime. Et aujourd'hui, on le voit bien en Afrique du Sud. Maïna Abel, la Commission prévoit une sanction de 10% de leur chiffre d'affaires. Est-ce que vous trouvez ça suffisant? Que pensez-vous de cette sanction? Moi, je trouve déjà que c'est les mêmes banques qui se retrouvent. Ces mêmes banques ont déjà connu le problème aux États-Unis, parce que parmi ces banques qui ont été citées, il y a la banque BNP Paribas qui répète les mêmes bêtises quelque part en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il faut maintenant poursuivre plus loin pour savoir où est-ce que cette banque est déjà, parce que ça c'est une banque quelque part que je dirais, permettez-moi le terme, délinquante. Parce que si elle l'a fait aux États-Unis, elle est partie le faire en Afrique du Sud, elle l'a fait aussi ailleurs. Et ça, effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire
dire, il y aura de conséquences de manière directe sur les pauvres sud-africains parce que la banque va augmenter. Mais pour moi, c'est qu'il faut que ces banques arrivent à payer, parce qu'il y a des banques américaines aussi qui sont inscrites dessus, mais tout ce que l'Afrique du Sud a payé durant ce temps, il faut qu'ils arrivent à le rembourser. Pour moi, je trouve que c'est à cause de ces spéculations que l'Afrique du Sud aujourd'hui est déclassée par le Nigeria. Et pour ce fait, pour que ces banques ne puissent pas répéter ailleurs, il va falloir que, au lieu même que ça soit 10%, pour moi, je verrais même qu'il faut aller plus loin encore que ces 10% exigés par les autorités sud-africaines. Et ce serait important également que l'Afrique essaye déjà de revoir ses frontières économiques et de partage avec les autres communautés, les États-Unis, l'Europe et autres, afin que nos frontières ne soient pas si faibles que les banques étrangères ne viennent pas faire n'importe quoi sur notre continent. Gracien, il y a le parti de Julius Malema qui a demandé à la Banque centrale sud-africaine de suspendre les licences des banques incriminées. Ça pourrait être une solution? Oui, ça peut être une solution. Pour moi, il faut vraiment une solution radicale pour que, justement, comme il le dit, pour que ce système s'arrête. Éventuellement, ces banques sont déjà connues, donc on peut suspendre. Il y a les banques sud-africaines qui peuvent travailler, il y a les banques de l'Afrique aussi qui peuvent intervenir en Afrique du Sud. On peut faire, travailler avec les Chinois ou d'autres, mais vraiment dans des règles bien établies et ne pas continuer à accepter ce genre de choses. Merci. Dans l'actualité également, le Maroc se place au premier rang des producteurs de poissons en Afrique. L'Office national des pêches l'a affirmé à l'occasion du salon Halieutis qui se tient à Agadir. Le Maroc est aussi le premier exportateur mondial de sardines. Mélina Bokassa. Le Maroc, premier producteur de poissons en Afrique. En marge de la 4e édition du salon Halieutis à Agadir qui se tient jusqu'au 18 février, le royaume chérifien a confirmé son leadership sur la scène africaine. Selon l'Agence nationale des ports, le Maroc se place au premier rang des producteurs de poissons en Afrique et au 25e rang à l'échelle mondiale. Après 3 éditions à grand succès, la 4e édition du salon Halieutis vient confirmer le positionnement du Maroc avec cet événement international dédié aux différents métiers de la pêche maritime, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la mer. Avec ses deux façades maritimes méditerranéennes et atlantiques, un littoral qui s'étend sur 3500 km, le Maroc dispose d'un important patrimoine halieutique. Son espace maritime d'environ 1,2 million de kilomètres carrés est réputé parmi les zones les plus poissonneuses au monde. Le royaume est par ailleurs premier exportateur mondial de sardines. C'est quelque chose d'important parce que la richesse africaine, ce n'est pas uniquement les richesses qui sont sous le sous-sol ou dans les terres ou dans les forêts ou les montagnes. L'Afrique, elle a également un immense littoral, que ce soit sur l'océan Pacifique, que ce soit sur la Méditerranée ou la mer Rouge ou l'océan Indien. Donc c'est également une richesse dans la mesure où ailleurs on se plaint déjà de l'épuisement de certaines ressources halieutiques. Le secteur de la pêche occupe une place importante dans l'économie marocaine avec des captures atteignant plus d'1 million de tonnes. Il représente entre 2 et 3% du PIB et génère près de 700 000 emplois directs et indirects. Le chiffre d'affaires du secteur connaît une croissance annuelle moyenne de 5% depuis 2001. Gracien, comment expliquer le succès de la filière halieutique au Maroc? C'est uniquement dû à sa position géographique? Pas seulement. Disons que la position géographique aussi, il y a la mer Méditerranée, il y a aussi l'océan Atlantique. Donc ils ont de l'eau de différentes natures. En même temps, ils ont une position aussi, c'est en face de l'Europe, pas loin des États-Unis, donc pour vendre facilement. Mais en même temps, il faut dire que les Marocains sont des consommateurs de poissons. Ils mangent beaucoup le poisson, donc cela veut dire qu'il y a une demande interne d'abord qu'il faut satisfaire. Une chose non négligeable, le Maroc possède une armée, une marine capable de défendre les côtes, disons d'interdire à ces cargos russes qui viennent ou ukrainiens qui viennent pour piller nos ressources en Afrique. Donc le Maroc n'acceptait pas qu'on aille dans les eaux marocaines, alors que ça se passe dans d'autres pays, dans le golfe de Guinée ou ailleurs. Les bateaux viennent et le Maroc protège ses sources. Donc ce qui fait qu'ils ont mis les moyens, ils pêchent et en même temps ils protègent les ressources et ils peuvent vendre. Donc cela, pour moi, c'est vraiment assez important pour pêcher autant.
Ibangolo Maïna Abel, est-ce que le modèle marocain, c'est un modèle qui pourrait être transposé à d'autres pays africains? Oui, justement, parce qu'il n'y a pas que le Maroc seul qui est bien positionné. Les autres pays africains peuvent déjà s'inspirer de ça. Effectivement, l'histoire de la pêche de poissons, c'est toujours sujet de conflit entre le Maroc et l'Espagne, les pêcheurs marocains et les pêcheurs espagnols et autres. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres pays africains qui peuvent déjà s'inspirer de ça parce que c'est la première économie ressource marocaine. On a des pays, voilà, comme on parlait tout à l'heure de Madagascar, je ne sais pas quel type de poisson ils ont là-bas, mais quand même, c'est un pays qui est entouré que de l'eau. On a le Sénégal, tous les pays africains peuvent déjà s'inspirer de ça pour se dire qu'on peut également diversifier notre économie. Merci. Je suis notre chiffre du jour. Le Nigeria a besoin de 140 milliards de dollars d'ici 2030 pour développer des mesures efficaces pour lutter contre le changement climatique. L'annonce a été faite lors de la présentation d'un programme sur le réchauffement climatique qui s'est déroulé dans l'État de Kaduna en partenariat avec la Banque mondiale. Grâce avec la crise économique que traverse le Nigeria, le pays peut-il se permettre d'investir dans la prévention des changements climatiques? Ce qui est étonnant, c'est que le Nigeria vient de constater qu'il y a un problème écologique aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans l'État de Kaduna, même dans le Delta. C'est bien, il y a un mouvement de rébellion qui combat le pouvoir en raison de ces problèmes écologiques, en raison aussi de la gestion du pétrole. C'est bien qu'au Nigeria, ils ont pompé le pétrole, ils ont fait n'importe quoi. Les multinationales n'ont pas mis des mesures en place. Le pouvoir nigérien ou les pouvoirs qui sont succédés auraient dû exiger une compensation écologique par rapport à ce qui se faisait. C'est le pétrole qui pollue le Nigeria. Et aujourd'hui, il faut qu'ils demandent à ces multinationales de payer. Ils ne peuvent pas demander au peuple nigérien de payer ce qui a été ruiné par ces multinationales. Donc il faudrait vraiment qu'à l'avenir, que le Nigeria consacre, mette de côté un certain pourcentage pour lutter contre le réchauffement climatique. Sinon, l'Afrique, on va être pollué par le Nigeria. Ibangolo Maïna Abel, rapidement, c'est une urgence aujourd'hui de lutter contre ces changements climatiques, au Nigeria notamment? Absolument, parce que l'urgence, elle est là, parce qu'il faut aller au Nigeria, se constater, parce que ça fait plus de 40 ans que le Nigeria, le pétrole nigérien est pompé, et ça nous ramène aux résolutions de COP21, où les premiers pays pollueurs du monde, comme la Chine et les États-Unis, aujourd'hui les États-Unis avec leur nouveau président, qui ne veulent pas payer. Parce qu'effectivement, ces personnes, ces pays, ils ont pillé les sous-sols de ce pays, ils ont pollué ce pays. C'est le moment de payer les additions. Parce que le Nigeria doit prendre, une fois de plus encore, des mesures drastiques contre ces puissances, ces pays, ces personnes qui, parce que les 140 milliards, ça va venir d'où? Ça doit venir, ce n'est pas les Nigérians qui doivent payer pour ce qu'ils n'ont pas utilisé. Ce sont ces puissances, ces producteurs de pétrole qui doivent payer la facture. Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée au Tchad. La semaine prochaine sera consacrée aux écoles d'ingénieurs sur le continent. Yarta Baïdomti, merci d'avoir été avec nous. D'avoir invité. Ibangolo Maïna Abel, merci également d'avoir été là. Merci Africa 24, merci. Et Gracia, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.